Dr Placide Crispin Manzombi, médecin spécialiste en drépanocytose, initiateur et médecin directeur du centre hospitalier anémique Saint-Crispin, est un patient drépanocytaire qui dispose de 45 ans d'expérience professionnelle dans la prise en charge médicale des drépanocytaires en République démocratique du Congo. Si on a terminé la médecine générale, on ne comprend pas très bien la drépanocytose. Il faut se spécialiser dans la drépanocytose pour mieux comprendre ce que c'est que la drépanocytose. Vous donne rendez-vous pour une sensibilisation sur la prévention et le dépistage de la drépanocytose, ainsi que la prise en charge des drépanocytaires dans une communauté aimante et épanouie. Et la République démocratique du Congo figure parmi les pays les plus impactés. Des efforts restent nécessaires pour renforcer le dépistage néonatal en Afrique, notamment au Nigeria, au Ghana et en RDC. Au programme, parcours du docteur Placide Crispin Manzombi en tant que médecin et patient drépanocytaire, perception de la drépanocytose en RDC et en Afrique, les défis médicaux et sociaux quotidiens d'un drépanocytaire, ainsi que l'accès limité aux traitements comme l'hydroxurée, l'importance du dépistage néonatal, la douleur chronique, les avancées en recherche, le rôle des familles et les responsabilités des États dans la prise en charge et la lutte contre la drépanocytose. Le dépistage a une place de choix. La sensibilisation, l'éducation, l'information et enfin le dépistage. En direct de Kinshasa, Dr Placide Crispin Manzombi est reçu par Symphorien Katende, journaliste de Wanjila Connect, le média panafricain depuis Dallas au Texas, aux États-Unis d'Amérique. Dr Placide Crispin Manzombi, nous vous saluons. Bonjour Symphorien. Rendez-vous ce mercredi 14 mai 2025 à 22h, heure de Paris, 15h, heure de Dallas et 21h, heure de Kinshasa pour une sensibilisation sur la prise en charge de la drépanocytose et du drépanocytaire en République démocratique du Congo. Dini, le docteur Mukuna paix à son âme, Mukuna Deni, et puis moi-même, nous avons donné ce nom-là, Centre de médecine mixte et anémie SS. Suivez-nous à Kinshasa sur Géopolis TV, ainsi que sur notre plateforme YouTube Wanjila Connect, tout en activant la cloche de notification pour ne rien rater, et rejoignez le débat. Dallas, nous avons reçu pour vous le docteur Placide Crispin Manzombi, qui est spécialiste en prise en charge de la drépanocytose. Wanjila Connect, connectez l'Afrique au monde. De partout où vous nous suivez, soyez les bienvenus dans votre nouveau numéro de votre magazine depuis les États-Unis d'Amérique, où nous serons en connexion avec Kinshasa pour un nouveau sujet. La drépanocytose, cette maladie peu connue sur d'autres cieux, qui fait des ravages, qui divise les familles, qui atteint les patients. C'est une maladie qui se vit aussi en République démocratique du Congo et dans d'autres coins du monde. Et c'est pour cette raison que nous allons aller à Kinshasa pour entrer en contact avec un spécialiste qui a plus d'une trentaine d'années dans la prise en charge de la drépanocytose, afin de nous parler, afin de nous update par rapport à la connaissance de cette maladie, à la sensibilisation en 2025. Sans plus tarder, nous allons saluer notre intervenant dans ce programme, qui est médecin directeur d'un centre hospitalier qui prend en charge les drépanocytaires. Lui-même est drépanocytaire. Il a passé toute sa vie dans la lutte et la prise en charge de la drépanocytose. Je m'en vais saluer Dr Placide Crispin Manzombi, nous vous saluons. Bonjour Symphorien. Docteur, nous sommes très heureux de venir à votre rencontre pour ce magazine de ce jour depuis Kinshasa. Docteur, comment vous allez? Un peu bien. On peut pas dire trop bien, un peu bien. Je suis un vieux drépanocytaire, hein. Il y a toutes les complications. Depuis 3 ans, je suis aussi un cardiopathe. Donc, je vais lentement. Je vis lentement. Beaucoup plus de repos que de travail. Ça va. L'essentiel est qu'on puisse respirer. Vous quittez le monde actif de la prise en charge de la drépanocytose parce que vous-même, vous êtes sujet drépanocytaire. Docteur, est-ce que vous allez maintenant régulièrement au centre suivre les patients comme avant? Je ne suis plus régulier.
je ne peux pas être là comme avant parce que moi-même, je dois respecter le repos, beaucoup de repos. Beaucoup de repos, prendre mes médicaments et je ne sais pas suivre les malades comme il y a 5, 10, 15, 20 ans. Comme vous dites là, je suis dans la prise en charge de la drépanocytose. Pas 30 ans, mais 45 ans. 45 ans. 45 ans. Depuis que je suis jeune médecin, je n'ai fait que ça. Et je suis le premier médecin drépanocytaire de la RDC. Le premier médecin. Je ne sais pas s'il y en a eu avant, mais il ne s'est pas manifesté en tout cas. Mais moi, Non, nous le confirmons, vous êtes le tout premier. Le tout premier médecin drépanocytaire de la RDC. Et je me suis occupé que de ça. Dans cette lignée, nous allons vous poser la question. Actuellement, le docteur Placide Crispin a quel âge, avec votre permission, pour que nos téléspectateurs partout dans le monde puissent cerner la grandeur de ce que vous êtes en train de dire? Et puis, je poursuis avec cette question. Pour commencer, pouvez-vous nous raconter votre parcours personnel et professionnel avec la drépanocytose en République démocratique du Congo? À mon âge actuel, je vais avoir 70 ans le 26 août. Dans plus ou moins 3 mois, je crois. Le 26 août 2025. Et j'ai vu, il y a eu un nouveau pape, Léon XIV. Je suis plus âgé que lui de 20 jours. Oui. Si vous avez l'âge du pape, je suis de la génération de pape actuel. Je suis plus âgé que lui de 20 jours. Moi, j'aurai, 70 ans le 26 août 2025. Donc, congénère de pape Léon et plus âgé que lui de 20 jours. Voilà, ça sera plus facile à retenir. Oui. Et voilà, là, c'est ma date de naissance. J'ai été un jeune homme, un jeune garçon malade régulièrement. Tu vois, dans les années 55, 58, 60. Cette maladie, la drépanocytose, en anglais sickle cell disease, n'était pas très bien connue. Et personnellement, c'est à 17 ans, j'étais vers le terminal de secondaire. J'étais en 5e littéraire. À 17 ans que j'ai entendu pour la première fois parler de la drépanocytose, souvent appelée en RD Congo l'anémie SS. 17 ans. Et j'étais un jeune homme, disons, brillant à l'école et toujours à l'écoute des vieux médecins qui nous soignaient. J'ai entendu ça des docteurs, un docteur belge qui s'appelait Jean Segers et un docteur congolais qui s'appelait docteur Mboma à l'hôpital général de Kikwit, dans le Kwilu. Et j'avais 17 ans. Et j'ai demandé à l'infirmier responsable de notre pavillon que mon papa infirmier, SS signifie quoi? Il lui m'a dit, écoutez, fils, ne te dérange pas, ça signifie sans souci. C'est pour cela que j'ai intitulé mon livre de mon parcours drépanocytose sans souci. Ça vient de là. Et une année après, j'ai décroché mon diplôme d'État et j'avais un grand frère qui était déjà ici à Kinshasa et qui avait terminé l'université de Lovanium à l'époque. Et il m'a inscrit et nous avons choisi la médecine pour mieux comprendre pourquoi je suis malade. Et j'ai fait la médecine entre 74 et dans 1974 et 1980, j'étais en dernière année de médecine et c'est en ce moment-là que j'ai quand même essayé de comprendre un peu ce que notre professeur de hématologie pédiatrique, donc hématologie des maladies du sang pédiatrique, nous a parlé de la drépanocytose. Mais c'était un peu rapide comme ça. Les connaissances sur la drépanocytose dans ces années-là n'étaient pas
aussi approfondie qu'aujourd'hui. Et on a terminé dans les années 81 et j'ai été affecté à l'hôpital pédiatrique de Kalembe-Lembe à la section de l'anémie SS sur demande d'un de mes professeurs qui voulait que je travaille à côté de lui pour encourager. Là, c'est en 1981. Et voilà, j'ai commencé ce travail pour m'occuper des drépanocytaires. Et nous avons évolué. En 1988, nous avons quitté la pédiatrie de Kalembe-Lembe, dont la section d'anémie SS a trouvé un bâtiment. C'est le bâtiment qui se trouve au centre de Yolo Sud, maintenant qu'on appelle centre de Mabanga, le CEMAS, centre de médecine mixte et anémie SS. C'est nous, en fait, ce nom-là est sorti des cogitations de 3 médecins, le professeur Guini, qu'on a, le docteur Mukuna, paix à son âme, Mukuna Deni, et puis moi-même. Nous avons donné ce nom-là, Centre de médecine mixte et anémie SS, CEMAS, parce qu'on essayait de travailler en collaboration avec des praticiens qui disaient j'ai des recettes pour la drépanocytose, je sais si cela. On a travaillé ensemble, mais finalement on a conclu qu'il n'y avait vraiment pas de recette miracle que nos guérisseurs pouvaient nous apporter pour prendre en charge ces malades. Voilà un peu le parcours. Et dans les années 2000, j'ai créé un centre à moi. Je me suis battu seul avec mes petits moyens sur demande et sur insistance et beaucoup de parents, des anciens parents qui s'occupaient des malades drépanocytaires. Et j'ai créé un centre qui existe jusqu'aujourd'hui, qui fonctionne, si tu connais bien Kinshasa, pas loin de la station Macampagne, dans le quartier Joli Parc, et qui continue à prendre en charge les drépanocytaires. Il y a des jeunes médecins, entre autres mon fils, qui est médecin, et il continue à prendre en charge les drépanocytaires, et de temps en temps, une fois la semaine, je vais là-bas aider, donner des idées, ceci, cela, consulter des malades qui veulent bien me consulter, encourager les parents, les soutenir psychologiquement, et ça continue, voilà, jusqu'à ce que Dieu décidera. Je suis là. Voilà pour le petit parcours que je peux vous dire aujourd'hui. De partout où nous suivons, nous sommes en connexion entre le Texas, aux États-Unis d'Amérique, et Kinshasa, en République démocratique du Congo, où nous recevons pour vous le docteur Placide Crispin Manzombi. Nous allons suivre un élément sur la drépanocytose et nous revenons après. En 2024, la drépanocytose reste l'une des maladies génétiques les plus négligées au monde. Elle touche entre 5 et 7 millions de personnes, avec près de 300 000 naissances chaque année. 3/4 de ces enfants naissent en Afrique subsaharienne. Longtemps ignorée, cette maladie, où les globules rouges prennent une forme de faucille, est ancrée dans les régions historiquement touchées par le paludisme. L'Inde, le Nigeria et la République démocratique du Congo figurent parmi les pays les plus impactés. Des efforts restent nécessaires pour renforcer le dépistage néonatal en Afrique, notamment au Nigeria, au Ghana et en RDC. L'Organisation mondiale de la santé, avec le soutien d'acteurs privés comme la Fondation Gates, ambitionne de démocratiser l'accès aux tests génétiques. Mais dans les faits, cette promesse reste encore hors de portée pour une grande partie du continent. De
De retour sur ce plateau numérique en connexion entre Kinshasa et Dallas, nous recevons pour vous le docteur Placide Crispin Manzombi. Comment la drépanocytose est-elle perçue aujourd'hui en République démocratique du Congo et plus largement en Afrique? Actuellement en 2025, avec les updates, les évolutions, comment on perçoit cette maladie? Cette maladie actuellement, dans des grandes villes de nos pays africains, cette maladie est connue. Peut-être dans l'arrière-pays, qu'il peut y avoir encore le manque de connaissances, mais cette maladie est connue. Vous savez bien que, connaissant des statistiques, le Congo, la RD Congo est le 3e pays le plus atteint au monde et le 2e en Afrique après le Nigeria. Donc, le premier pays au monde, c'est l'Inde, le Nigeria et la RDC. Cette maladie est connue, mais la complexité de cette maladie et l'arrivée des malades drépanocytaires au monde, ce n'est pas facile d'accepter cela. Ce n'est pas facile. Et nous avons encore des parents qui rejettent ces malades drépanocytaires. C'est la raison pour laquelle je vais vous poser la question sur quelles sont les principales difficultés rencontrées par les patients drépanocytaires au quotidien, école, emploi, vie sociale, accès aux soins, pour cheminer selon votre réponse. C'est ça exactement. Il y a des enfants ou des malades, des sujets drépanocytaires qui sont rejetés par d'abord la famille. Ça peut arriver qu'une famille n'accepte pas cet enfant ou ce malade, par la communauté elle-même, l'école. Moi, j'ai connu les écoles qui ont des problèmes, peut-être par manque de compréhension, et qui donnaient des exercices physiques et très compliqués à ces malades. J'ai déjà reçu des enfants qui venaient, après le cours de gymnastique, on leur fait faire la natation, alors que le drépanocytaire ne supporte pas ça, et directement il fait sa crise, il nous arrive à l'hôpital. Vous comprenez? Donc, il y a ces difficultés-là à l'école, difficultés de compréhension à l'école. Mais si les parents, actuellement, ont des difficultés pour faire comprendre aux autorités des écoles que l'enfant est drépanocytaire, il y a une circulaire ici en RDC d'un ancien ministre de l'enseignement primaire et secondaire qui parle de la situation des enfants drépanocytaires dans les milieux scolaires. Et il a donné des recommandations là-dedans. Les parents peuvent nous voir, en faire une copie et donner à l'école. Souvent, il y a des écoles qui nous disent que nous ne connaissons pas ce texte parce que nous ne connaissons pas bien cette maladie. Et si par mégarde, il y avait des dirigeants ou des amis qui se comportaient mal vis-à-vis de l'élève drépanocytaire, quand ils voient ce texte, ils peuvent changer un peu leur façon, leur regard sur le drépanocytaire. Voilà, c'est un peu la vie sociale ou l'emploi. Il y a aussi des difficultés à ce niveau-là. Les drépanocytaires veulent vivre comme toute personne, mais ce n'est pas la même, c'est pas aussi facile qu'on le croit, et il faut les aider, il faut les assister. J'ai connu des jeunes qui ont bien terminé leurs études, qui ont commencé un bon travail, mais quelque part, quelques mois, 6 mois, 12 mois après, le drépanocytaire fera sa crise. Il va à l'hôpital, il a fait sa crise, il peut faire 1 semaine, 2 semaines d'hospitalisation, il rentre au travail, on le chasse. Donc, il n'y a rien qui le protège. Vous comprenez? Ça, c'est une difficulté que nous avons encore. Nous sommes en train de voir si ça peut se résoudre, mais la difficulté est encore là. Donc, la protection au niveau
scolaire, au niveau professionnel, au niveau communautaire, au niveau familial. Nous avons eu des drépanocytaires que les familles ont rejetés dans la rue. Un enfant de 2 ans, 3 ans, vous le rejetez dans la rue. Quelque temps après, il va mourir parce qu'il est drépanocytaire. Il ne peut pas vivre les conditions de la rue. Voilà, en fait, c'est que des difficultés que les patients drépanocytaires rencontrent dans notre société. Le manque d'amour, le manque d'affection, manque de solidarité, manque d'aide. Et si l'enfant ne sait pas, n'est pas aidé, il ne saura pas bien évoluer. Il ne saura pas se prendre en charge plus tard. Comprenez ce qui est différent du docteur Manzombi aujourd'hui. Vous l'interviewez pour qu'il donne un peu l'idée sur la drépanocytose. Mais si mes parents ne m'avaient pas pris en charge quand j'avais 2 ans, 5 ans, 10 ans, je ne serais pas le docteur Manzombi aujourd'hui. Donc, les drépanocytaires peuvent produire. Ce sont des maîtres d'œuvre, ce sont des intelligences qu'on a besoin. Mais il faut, dans un premier temps, les aider à atteindre cet objectif. Voilà un peu ce que je peux vous dire. Et docteur Manzombi, sur le plan médical, quels sont les plus grands défis dans la prise en charge de la drépanocytose aujourd'hui en Afrique, en pensant manque de médicaments, soins spécialisés et personnel formé? Ah oui, tout ce que tu as cité là, ce sont les défis de nos pays africains et surtout de la RDC. Il y a des médicaments que les drépanocytaires prennent quotidiennement. C'est tous les jours. Si nous pouvons vous présenter certains médicaments, par exemple, ce qu'on appelle l'acide folique. C'est chez nous, ça se présente comme ça. L'acide folique. Ce sont des petits comprimés dans des plaquettes comme ça. C'est pas un médicament cher, on produit ici que le drépanocytaire prend tous les jours. L'acide folique sert à reproduire les globules rouges que le drépanocytaire perd quotidiennement. Nous avons un produit au Congo. Celui-là, je ne sais pas si vous verrez bien, ça s'appelle l'Inevite. Ce produit a été mis sur le marché il y a 15-20 ans. C'était notre demande à nous, les médecins, qui nous occupions des drépanocytaires, pour essayer de soutenir un peu leur taux de l'hémoglobine. Ce produit est un mélange de multivitamines, multiminéraux et des antioxydants. Ça aide beaucoup les drépanocytaires au Congo. Il y en a en gélules, quelque chose comme ici, des gélules comme ça, et il y en a en sirop. Ça, c'est pour les adultes et les sirops pour les plus jeunes. Ça aide beaucoup à relever un peu le taux de l'hémoglobine et à maintenir ça en état. Il y a un médicament que tu as cité là. Tu as parlé un peu à quelle question? 6e question. L'efficacité et l'accessibilité des traitements actuels comme l'hydroxyurée ou les transfusions sanguines. Oui. L'hydroxyurée est sur le marché pour s'occuper de la drépanocytose depuis presque 35 ans maintenant. Ça a été introduit dans le monde dans les années 95, 96, 1995, 96. Et ce produit est entré ici en RDC. Nous avons fait des études sur ça autour des années 1998. Et depuis les années 1999-2000, on a lancé la prise quotidienne de l'hydroxyurée. Nous avons 2 formes. Il y a cette forme-là, on appelle Hydrea. Hydrea.
c'est de l'hydroxyurée. Si on lit bien dans la boîte, hydroxycarbamide, une chose que hydroxyurée, qui sont des capsules. Un peu comme ça, il y en a deux là-bas. Et des capsules qu'on peut même ouvrir et boire la poudre qui est à l'intérieur. On n'est pas obligé d'avaler les capsules tout le temps. Et il y a cette forme ici qu'on appelle cyclose. Cyclose. Ce sont des comprimés sécables. Sécables signifie on peut les couper. On peut les couper en 2, on peut les couper en 3, 4, ces comprimés. Et en fonction de la dose que le médecin a prescrit pour vous, le malade drépanocytaire peut le prendre. Mais cyclose et hydréa, c'est la même molécule. C'est toujours l'hydroxycarbamide. C'est la même molécule. Sauf que l'hydréa est en capsule, cyclose est en comprimé sécable. C'est un peu plus facile à utiliser. Mais il y a une nette différence de prix. C'est ça qui tue le drépanocytaire au Congo. Vous pouvez avoir cette boîte de 20 capsules d'hydréa autour de la valeur de $10, mais avoir 30 comprimés de cyclose, nous sommes autour de $150-200. Donc, c'est pas facile pour le Congolais moyen d'avoir ça. Vous comprenez? Une boîte comme ça, parce que moi, par Dr Manzombi, il me faut par mois des hydréa, il me faut par mois 4 boîtes et demie. Donc, 4 boîtes et demie, donc je ne peux acheter que 5 boîtes. D'où le problème de social, donc la prise en charge sociale, le budget des familles pour pouvoir suivre le rythme. Parce que c'est une maladie à vie, acheter les produits pharmaceutiques, parce que c'est un budget. Vous parlez de $250, $150, mais tout le monde n'a pas ça. C'est aussi un grand problème. Les moyens sociaux pour pouvoir s'en sortir, les finances et prendre en charge un drépanocytaire. C'est vrai. C'est un gros problème, surtout dans nos pays africains et plus spécialement en RDC. Il y a une grande frange de la population qui ne sait pas s'approvisionner en ces médicaments qui sont des médicaments à prendre ad vitam pour les drépanocytaires et à prendre tous les jours. Si vous voulez que cela donne des effets positifs sur la drépanocytose, mais si on est buté à des difficultés financières, vous voyez ce que ça donne. Vous comprenez. Vous m'aviez parlé d'abord aussi là de la transfusion, c'est vrai. La transfusion est un gros problème. La transfusion est un traitement ultime de recours vraiment des dernières minutes dans la drépanocytose et c'est d'une importance capitale. La transfusion, si vous voulez, réveille ou suscite les drépanocytaires qui peuvent mourir dans quelques temps s'il n'est pas transfusé. La transfusion est d'une importance tellement capitale que il faut bien avoir du sang disponible. Mais ça pose problème. Et on n'a pas tout le temps le sang et un sang compatible, un sang testé bien pour donner aux drépanocytaires. On n'en a pas tout le temps. Vous comprenez? Mais c'est quelque chose d'hyper important pour prendre en charge les soins de drépanocytaires. OK. Docteur, maintenant, côté alimentation, il doit manger normalement, suffisamment. Le drépanocytaire doit manger normalement, au moins minimum 3 repas par jour. Prenons un drépanocytaire élève ou étudiant. Il doit manger le matin avant d'aller à l'école. Et quand il va à l'école, il doit avoir une casse-croûte, quelque chose
qu'il peut manger à la récréation. C'est pas biscuit, banane, un morceau de pain ou quoi. Et, euh, et il doit toujours avoir sa bouteille d'eau. Sa bouteille d'eau pour que puisse boire, ne pas être exposé à la déshydratation. Et quand il a cette bouteille d'eau, il boit. Il faut que l'enseignant puisse accepter qu'il aille faire pipi. Il doit aller uriner. Il faut pas le bloquer avec de l'urine là-bas, vous lui causerez beaucoup de tort. Et quand l'élève là rentre à la maison, par exemple, il arrive à 13 heures à la maison, il a quitté l'école. Il faut qu'au plus tard, 14 heures, qu'il mange. Hein? Il ne faut pas lui donner à manger à 17 heures. Là, vous lui causez du tort. Donc, dans l'heure qui suit, il doit manger et pas le laisser jusqu'à 17 h 18 heures, il n'a pas encore mangé parce qu'il a besoin de l'énergie, il a besoin des apports extérieurs pour tenir le coup. Il n'en a pas suffisamment. Il n'a pas suffisamment de réserve en lui pour supporter de rester affamé pendant longtemps. Voilà, ça c'est du côté alimentaire, mais le drépanocytaire mange équilibré. Hein? Il mange équilibré en protéines, en lipides, en glucides. Et prenons par exemple un plat de riz. Hein? Un plat de riz accompagné de poulet, accompagné de légumes. Voilà, quelque chose d'équilibré. Et puis vers la fin, accompagné d'un fruit. Par exemple, ici chez nous, une mangue, une banane, hein, le drépanocytaire, s'il le prend, c'est une très bonne chose. Et non pas prendre du riz sec comme ça, sans rien, non. Si c'est riz, poulet, pondu, avec fruits, ça marche. Hein? Le matin, il a du lait, il a, je ne sais pas, son pain avec, je ne sais pas, saucisse ou beurre ou margarine. Et ça marche. Il évolue comme ça petit à petit. Voilà. Mais ne le laissez pas affamer longtemps et ne l'obligez pas à aller dormir affamé. Et ne l'empêchez pas de boire de l'eau avant de dormir, même pendant la nuit, s'il a soif, il doit boire de l'eau. Il faut pas qu'il y ait, moi j'ai vu des mamans qui disaient, s'il boit de l'eau comme ça, le soir, il va faire pipi au lit. Mais non, c'est mieux de faire pipi au lit et qu'il sorte en forme que d'être déshydraté la nuit et qu'il se réveille le matin en crise. Voilà. C'est ce que je leur donne comme conseil. Ok. Voilà ce que je peux dire sur l'alimentation en général. De partout où vous nous suivez, nous sommes en connexion entre Kinshasa et Dallas, où nous recevons pour vous le docteur Placide Crispin Manzombi. Nous parlons de la drépanocytose. Nous suivons un élément par rapport à la drépanocytose et nous revenons après. Une lueur d'espoir se dessine toutefois sur le plan médical. L'hydroxurée commence enfin à se diffuser en Afrique. Et dans les pays développés, comme les États-Unis, le Canada ou la France, des thérapies innovantes sont mises en place. Hélas, leur coût, souvent supérieur à des milliers de dollars, les rend inaccessibles à la majorité des familles à faible revenu, ainsi qu'au système de santé africain. Les défis restent colossaux. En Afrique, 80% des enfants atteints meurent avant l'âge de 5 ans, faute de soins adaptés. La stigmatisation, le manque d'information et le déficit de financement aggravent la situation. Une mobilisation mondiale est impérative. Les Nations Unies doivent être reconnues la drépanocytose comme une priorité de santé publique. L'Organisation mondiale de la santé devrait s'engager à réduire la mortalité de 50% d'ici 2030. La lutte devrait nécessairement continuer, et si les traitements du futur existent déjà. Mais seul un accès équitable aux soins permettra de changer le destin de millions d'enfants drépanocytaires dans le monde.
De retour sur ce plateau numérique, nous recevons pour vous le docteur Placide Crispin Manzombi, spécialiste en prise en charge de la drépanocytose, lui-même est drépanocytaire. Docteur, nous allons parler maintenant du dépistage néonatal. Le dépistage néonatal est-il une réalité en RDC? Sinon, que faudrait-il pour le rendre systématique? Souligner son importance pour éviter les crises précoces et orienter les familles. Docteur Placide Crispin Manzombi. Ah oui. Dans la lutte contre la drépanocytose, le dépistage a une place de choix. La sensibilisation, l'éducation, l'information et enfin le dépistage. Le dépistage, c'est quoi? C'est faire des examens pour connaître qui est drépanocytaire, qui n'est pas drépanocytaire dans une communauté. Et le dépistage, quand tu parles de néonatal, c'est juste le dépistage des bébés. Quand ils naissent, on doit le prélever. Mais je crois que le dépistage devra être généralisé dans notre population. À quoi sert le dépistage? C'est à connaître l'état génétique de chaque individu et à prendre des précautions. Et des précautions dans tous les domaines. Comprenez? Si on fait le dépistage très jeune, on sait que ce bébé-là qui est né dans telle maternité est drépanocytaire. La prise en charge aussi sera précoce et l'évolution de cet enfant sera mieux parce qu'on sait qu'il est drépanocytaire. Mais si on vient le connaître tard, 5 à 10 ans, et qu'il y a eu déjà beaucoup de complications qui se sont installées, là, ça devient difficile de prendre ces malades bien en charge et de les faire grandir normalement. Mais le dépistage a un coût. Le dépistage demande des appareils. Est-ce que des bons appareils d'électrophorèse de l'hémoglobine, nous en avons dans combien d'hôpitaux en RDC? Ici à Kinshasa, je peux vous dire que il y a, je crois, 4 à 5 laboratoires qui peuvent vous faire un bon test d'électrophorèse. Pas plus. 4 à 5. Mais à l'intérieur du pays. Donc, le dépistage a besoin des appareils performants. Le dépistage a un coût. Le dépistage a besoin d'un financement. Donc, on ne peut pas s'engager vers un dépistage systématique sans moyens, sans financement, sans appareils, sans réactifs de laboratoire et sans techniciens formés qui vous donnent des véritables résultats. Vous ne pouvez pas. Il faut commencer d'abord par mettre les moyens, mettre le matériel, mettre les moyens financiers, les moyens en personnel et des moyens matériels avant d'aborder le dépistage. Quand il n'y en a pas, nous n'arriverons à pas grand-chose. Quelques dépistages qui ont été faits ici au Congo, c'était plus pour des études statistiques. Vous comprenez? Quelques maternités, tout ça, mais nous ne sommes pas encore à un niveau de faire un dépistage général de tout le monde, surtout les candidats au mariage. Nous ne sommes pas encore à ce niveau-là et nous n'avons pas les moyens suffisants pour commencer ce dépistage-là. Évidemment, il y a quelques tests, des tests de dépistage rapide, tests rapides, diagnostic rapide, TDR. Il y a le test des MEL. Mais ces deux tests sont des tests d'orientation. On peut
faire avec ces tests d'orientation, mais il faut confirmer la drépanocytose par l'électrophorèse de l'hémoglobine. Voilà un peu ce que je peux vous dire sur cette maladie-là. Docteur, où en est-on avec, docteur Manzombi, où en est-on avec la recherche en Afrique? Et que pensez-vous des thérapies génétiques récemment testées dans d'autres régions du monde? La recherche scientifique. Oui. Nous sommes la drépanocytose au Congo. C'est un domaine de la recherche scientifique. Depuis que nous sommes là, je dis que c'est depuis les années 81 que me bats pour la drépanocytose. Nous sommes dans le ministère de la Recherche scientifique. Évidemment, nous travaillons aussi en collaboration avec le ministère de la Santé. Et telles que les études sur la prise de l'hydréa au Congo, on l'a fait à la recherche scientifique pendant 2 ans. Puis on a lancé des médicaments. On peut commencer à soigner les Congolais à Kinshasa avec ces médicaments, ça ne pose pas de problème. Et la recherche continue. La recherche, c'est un domaine permanent. Ça continue. Si je dois vous citer des médicaments que moi j'ai utilisés pour me faire soigner dans la drépanocytose dans les années 60, 70, et les médicaments qu'on utilise aujourd'hui, il y a beaucoup qu'on a abandonné à partir de la recherche. Tel que je peux citer pervincamine, hydergine que nous prenions à l'époque, on ne prend plus parce que la recherche a trouvé que ça n'avait aucune action sur la maladie drépanocytaire. Aujourd'hui, nous vous parlons de l'hydréa. C'est depuis à peine une trentaine d'années qu'on utilise l'hydréa. On vous parle l'acide folique, ça c'est depuis très longtemps. Et puis, je ne vous ai pas parlé de la protection par la pénicilline et ou le clamoxyle. Beaucoup utilisent aussi. Moi, je prends régulièrement le clamoxyle. Mais à l'époque, la protection, moi, j'ai été soumis à des piqûres d'extensiline. C'est une pénicilline retard pendant des années quand j'étais jeune. Mais ça faisait très mal. Mais aujourd'hui, on prend la pénicilline buvable. Voyez? Mais c'est ce qui nous a aidé un peu à grandir aussi, ces piqûres d'extensiline qu'on nous donnait chaque mois. Et nous avons développé moins de complications, je crois, à cause de cette protection-là. Vous comprenez, c'est un fort bien. Et aujourd'hui, bon, nous avons ça. Tu as cité la thérapie génique. Oui, la thérapie génique, c'est aussi un domaine de recherche jusque-là. Pourquoi la thérapie génique n'a pas encore été totalement lancée sur le marché pour le traitement. On essaie encore de voir, d'étudier. Des jeunes chercheurs nous ont remplacés, d'étudier. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'il n'y a pas d'effet secondaire néfaste pour le malade? Est-ce que ça tiendra combien de temps? Et tout ça, ils doivent avoir toutes ces réponses, circonscrire tout cela avant de lancer la thérapie génique sur le marché mondial comme ça. Vous voyez, ça prendra le temps que ça prendra, parce qu'ici sur place, nous n'avons pas encore eu des médicaments ou la technique de thérapie génique que nous pouvons utiliser chez nos drépanocytaires. Il y a une technique qu'on a aussi trouvée dans les années 90
1990, 95, on nous en avait parlé beaucoup. La greffe de la moelle osseuse. La greffe de la moelle osseuse, c'est une technique de traitement qui fait du drépanocytaire qui était SS, il devient AS parce qu'il a reçu le sang d'un frère qui est comme ça. Vous comprenez? Il n'est pas totalement SS, mais il reste dans ses gènes. Dans ses chromosomes, il reste toujours SS. Mais lui-même ne développe pas autant de crises que quand il n'était pas greffé. C'est vrai. Il y a des scientifiques qui sont d'accord avec ce traitement, comme il y a des scientifiques qui critiquent ce traitement où on expose vraiment la vie de la personne. C'est du quitte au double. Ou ça réussit, vous êtes soulagé, ou ça échoue, vous êtes mort. Vous comprenez? Je vois que là où vous êtes aux États-Unis, c'était un des pays qui n'était pas chaud avec la greffe de la moelle osseuse. Je ne sais pas aujourd'hui, les chercheurs américains, s'ils ont opté pour ça ou pas. La greffe a été beaucoup utilisée en Europe. France, Belgique, Angleterre, Italie. Ça a été beaucoup utilisé là-bas. Et avec recul, eux-mêmes, ils savent, ils ont des conditions. C'est souvent des enfants moins âgés, moins de 15 ans, 12 ans, pas des adultes. Et ils doivent prendre des médicaments anti-rejet de greffe pendant 1 année, 2 ans. Et personnellement, j'ai rencontré ici à Kinshasa 2 jeunes gens qui ont été greffés en Europe. Il y a 5 ans après, il a commencé à nous dire qu'il a des douleurs. Vous voyez? Et nous avons conseillé aux parents de le remettre en Europe. Et depuis lors, je ne l'ai plus revu. Et qu'est-ce que ça donne? C'est de la recherche. Personne ne peut vous dire que nous avons telle solution miracle directement. Non. La recherche reste la recherche. Ça prend le temps que ça prend et ça donne des résultats que ça peut nous donner. Et la thérapie génique aujourd'hui est aussi dans ce domaine de la recherche. Attendons, peut-être dans 5-10 ans, la thérapie génique sera pris comme vraiment un traitement de base dans la drépanocytose. Docteur Placide Crispin Manzombi, en tant que médecin et patient, quel est votre regard sur la douleur chronique chez les personnes drépanocytaires et la manière dont elle est gérée? Mon regard sur la douleur chronique, ben oui, c'est une douleur difficile à gérer, une douleur d'abord difficile à supporter, et ça commence quand ça commence. Tu es parent tel que tu es là, tu dors, à minuit ou à 2 heures du matin, l'enfant te réveille que j'ai mal. Ceux qui viennent nous consulter, il y a quelques médicaments, surtout à base de paracétamol. Il y a beaucoup de noms commerciaux et on leur dit, écoute, 2 heures du matin, donne cette dose de paracétamol à ton enfant et le matin, tu viens voir le médecin. Ou si ça commençait le matin, vous donnez une petite dose de paracétamol et vous allez voir le médecin. Nous ne demandons pas aux parents de commencer à gérer ni les crises, parce qu'il y a des différentes crises, ni les douleurs de drépanocytaires. Vous ne saurez pas. Ça peut commencer par une douleur alors qu'au fond, il y a un autre problème que vous ne comprenez pas et que vous ne prenez pas en charge, la douleur ne s'arrêtera pas. La douleur dans la drépanocytose peut être un signe de tel ou tel, comme l'ictère au niveau des yeux, comme les vomissements. Il y a beaucoup de parents
qui ont pris des vomissements de drépanocytaires comme un problème de parasite intestinal, hein, d'une parasitose intestinale. Hein. Alors que c'était pas une parasitose, ils vont donner des antiparasitaires, azaline, ascaris, tout ce que vous voulez. Ils vont donner ça, alors que ces vomissements ne peuvent être qu'un signe de la diminution totale de son taux de l'hémoglobine et qu'il doit être transfusé pour arrêter ce vomissement. Vous voyez, il ne faut pas aller tripoter avec les enfants drépanocytaires. Il y a des médecins qui connaissent la drépanocytose. N'allez pas donner les enfants drépanocytaires à tous les confrères, à tous les médecins. Vous allez leur faire mal à la tête. Ils ne savent pas comment commencer, par où commencer. Il faut amener ces enfants chez des médecins qui connaissent et qui s'occupent, qui sont habitués, qui ont une expérience sur la drépanocytose. Et ils vont prendre en charge de cette douleur-là. Vous comprenez? Et docteur Manzombi, comme vous évoquez le cas des familles, parce que c'est aux familles, aux parents, à l'entourage du patient que vous parlez, quel rôle les familles et la communauté peuvent-elles jouer pour mieux soutenir les personnes atteintes en termes de solidarité, de connaissance et de l'accompagnement de la personne atteinte de la drépanocytose? Ben oui, des symphoniens, la solidarité, l'amour, l'accompagnement, l'aide de la famille, d'abord restreinte du drépanocytaire, est d'une importance capitale. Je vous ai dit, vous avez un enfant qui a mal à 2 heures du matin. Il faut l'amener à l'hôpital. Ben, si vous ne vous réveillez pas, vous n'allez pas à l'hôpital, peut-être cet enfant n'arrivera pas à 6 heures, il va mourir. Vous comprenez? La famille est d'une importance capitale. Et cet entourage-là doit aimer, doit protéger, doit aider, doit secourir le malade qu'ils ont eu. Hein? Et dans beaucoup de familles, cet amour, hein, cette solidarité existe. Mais il y a des familles aussi, malheureusement, où il n'y a pas de cet amour-là, où il n'y a pas de solidarité. C'est pour cela que nous insistons sur le dépistage avant mariage des jeunes pour qu'ils soient informés, avertis que vous êtes un couple à risque. Si vous avez un enfant drépanocytaire entre les mains, il faut vous en occuper. Comprenez? La famille à côté du drépanocytaire est d'une importance et d'une assistance capitale. Si la famille abandonne le drépanocytaire va aller tout droit à la mort. Voilà un peu ce que je peux dire sur la famille. Parce que c'est un problème chronique. De partout où vous nous suivez, vous êtes en connexion entre Kinshasa et Dallas, où nous recevons pour vous le docteur Placide Crispin Manzombi. Nous allons suivre un élément sur la drépanocytose et nous revenons après. La drépanocytose. Une maladie génétique grave, douloureuse, souvent méconnue. Et pourtant, elle peut être évitée. Lorsque 2 personnes sont porteuses du trait drépanocytaire, le risque était réel. Une chance sur 4 de donner naissance à un enfant malade, à chaque grossesse. Ce qu'on appelle une union à risque. Souvent, ces couples ne savent pas. Ils ignorent leur statut, mais ce n'est pas une fatalité. Un test simple, rapide, accessible, le dépistage prénuptial. Une prise de sang avant de se marier, avant de fonder une famille. Un petit geste pour éviter une grande douleur. Un enfant atteint, c'est une vie marquée par les crises, les hospitalisations et parfois par l'incompréhension. Mais ce destin peut être changé, par un choix éclairé, par un amour responsable. Se faire dépister, ce n'est pas un luxe. C'est un acte de protection, un engagement pour les générations futures. Contre la drépanocytose, la meilleure arme, c'est la prévention.
De retour sur ce plateau numérique, nous sommes en connexion avec le docteur Placide Crispin Manzombi depuis Kinshasa et Dallas. Il est spécialiste en prise en charge de la drépanocytose, plus de 40 ans d'expérience professionnelle dans ce domaine et lui-même est un patient qui souffre de la drépanocytose. Docteur Placide Crispin Manzombi, nous avons parlé de vous. Vous êtes un exemple de résilience. Quel message avez-vous pour les jeunes vivant avec la drépanocytose afin de créer de l'espoir et donner un modèle? Merci Symphorien, vous avez bien utilisé le terme la résilience. C'est vrai. La drépanocytose, si je peux donner des conseils aux jeunes, si vous voulez tenir avec, il faut avoir la notion de l'acceptation. Le drépanocytaire doit s'accepter lui-même d'abord. Accepter que je suis né drépanocytaire. Je ne condamne pas mes parents, je ne condamne pas le monde entier. J'accepte de vivre avec la drépanocytose et j'accepte la lutte. Quand vous l'acceptez déjà, quand vous êtes jeune, vous allez mieux lutter. Vous gagnerez, je ne sais pas, 50% de la force contre la drépanocytose. C'est ça. Dans beaucoup de conférences de sensibilisation, on me pose une question. Docteur Manzombi, quel est votre secret? Moi, je dis, mon secret, c'est accepter d'abord que je suis drépanocytaire et devenir compliant, devenir accepté, compliant à mes médicaments, compliant à la façon de vivre le drépanocytaire. Et c'est ça qui fera que, parce que Symphorien, je vous ai présenté des médicaments ici. Ce n'est pas facile d'accepter de prendre des médicaments tous les jours. C'est une éducation, c'est une force, c'est... il faut accepter de le faire. Il y a des gens qui se révoltent et disent, mais pourquoi moi? Pourquoi je dois prendre ça tous les jours? Mais si vous ne prenez pas, vous vivrez pas normalement comme une personne humaine. C'est parce que vous avez accepté que vous prenez ça. Et le grand secret, c'est ça. Et puis prendre vos médicaments et s'autodiscipliner. Un drépanocytaire qui sort dehors, qui prend son alcool quand il veut, qui fume je ne sais pas quel type, de tabac ou d'herbe ou je ne sais quoi. Mais demain, ne croyez pas que il atteindra un âge adulte. Ça sera difficile. Ça sera très difficile. Les médecins ne feront pas de miracle. Il doit avoir l'autodiscipline personnelle. Il doit vivre dans un environnement très propre, beaucoup d'hygiène, beaucoup de propreté. D'abord sur son propre corps, dans la chambre où il dort, beaucoup de propreté. Ensuite, dans son environnement immédiat, beaucoup de propreté. Le drépanocytaire doit savoir bien se laver, savoir se brosser les dents. C'est bien, savoir bien s'essuyer le corps et partout dans, quand je parle les ongles, tout ça, c'est pas fait pour garder des ongles de 2-3 centimètres et croire qu'on est propre. Non. Le drépanocytaire doit vivre un environnement propre, avoir respecté l'hygiène corporelle personnelle et l'hygiène environnementale s'il veut vivre normalement. Vous voyez, et nous avons parlé de l'alimentation et nous avons parlé avant de la prise de ces médicaments et encore, j'ajoute, de ces vaccins. Il y a des vaccins que nous ajoutons chez des drépanocytaires que d'autres malades ne prennent pas nécessairement. Ou certains autres malades, il y a des vaccins, par exemple, contre le pneumocoque, les drépanocytaires prennent, mais peut-être des asthmatiques peuvent prendre aussi, vous comprenez, mais
le vaccin contre la grippe que nous conseillons aux drépanocytaires, que d'autres ne prennent pas nécessairement. Vous comprenez? Et quand il y a eu l'épidémie de coronavirus, mais on n'a pas de Covid, moi j'ai conseillé tous les drépanocytaires adultes à partir de 18 ans d'aller prendre ce vaccin. Et il y en a qui ont accepté, qui ont pris. Moi-même, j'en ai pris. J'ai pris, c'était quand? Covid-19 en 2019. Vous voyez, nous sommes en 2025. Il y en a qui m'ont dit que non, moi j'étais parmi les premiers à commencer la vaccination. Le premier jour que ça a été lancé à Kinshasa, moi le deuxième jour j'étais vacciné. Vous comprenez? Et il y en a qui m'ont écrit que docteur, d'ici 2 semaines, 2 mois, vous allez mourir. Eh bien, je suis encore là. Depuis 5 ans, je suis encore là et on a passé le Covid, hein, 19 et nous, on est encore là depuis 5 ans et nous avons perdu beaucoup qui n'ont pas accepté de prendre le vaccin. Vous comprenez? Le vaccin, ça, même mon grand professeur belge, le professeur Guy Cornu, quand il m'a formé, j'ai rentré au Congo, il m'a dit, Manzombi, n'oublie pas tes vaccins si tu veux vivre. Et je fais cette expérience-là. Je rappelle mes vaccins régulièrement, hein, contre le pneumocoque, contre la grippe, contre l'hémophilus, contre salmonelle. Je rappelle mes vaccins régulièrement, ce que je peux rappeler. Et c'est un peu ça le secret de la résilience et de la vie. Il n'y a rien d'autre. Docteur Manzombi, j'en profite aussi pour vous poser cette question. Que peuvent faire les gouvernements africains pour faire de la drépanocytose une priorité de santé publique? Des propositions concrètes afin que l'on puisse accompagner ces acteurs partout en Afrique comme vous qui avez fait de la drépanocytose un sacerdoce. Merci Symphorien, c'est vrai. C'est vraiment un sacerdoce pour moi. Une vocation, un engagement. Les gouvernements africains, ils ont beaucoup à faire. Beaucoup. C'est nous les Africains qui avons les drépanocytaires entre les mains. Surtout l'Afrique noire. Ils ont beaucoup à faire. C'est tel que nous au Congo, 2 à 3% des Congolais sont drépanocytaires. Bon, on estime, si on est 100 millions. Donc, on a combien? 2, 3 millions, 4 millions de drépanocytaires en RDC, mais c'est tout un pays africain. Vous comprenez? Et comment abandonner cette population? C'est très difficile. Parce que c'est une population qui peut aider au développement du pays. Si vous vous en occupez, il faut s'en occuper d'abord avant qu'eux-mêmes puissent vous donner ce qu'ils peuvent vous donner. Comment un pays peut abandonner 3, 4, 5 millions d'habitants qui souffrent de telles maladies et on ne s'en occupe pas? Non, c'est pas possible. Une maladie génétique, parmi ces malades, ce ne sont pas parmi ces drépanocytaires, mais il y a des personnes intelligentes, il y a des personnes qui peuvent beaucoup aider, il y a des personnes qui peuvent apporter quelque chose dans le développement de ce pays. Il y a même des membres des familles, des présidents, des ministres, des magistrats. Je ne peux pas te le citer ici, c'est un rien. On parle de l'Afrique en général, les dirigeants africains. D'une façon générale, nous avons des grands dirigeants dans ce pays qui sont concernés par la drépanocytose. Parce que la drépanocytose au Congo se trouve dans chaque famille élargie, comme nous appelons famille élargie au Congo. Hein? Dans chaque famille, dans notre pays ici, il y a la drépanocytose. Si ce n'est pas votre enfant, c'est votre neveu, c'est votre nièce, c'est votre tante, c'est votre oncle, c'est votre cousin, c'est votre cousine. Vous comprenez? Donc, tout le monde est concerné. Tout le monde. Mais, malheureusement, quelquefois, la
compréhension de la drépanocytose est difficile. Très difficile pour les gens, mais tout ça vient. Hein? Et à l'ancienne époque, on parlait beaucoup de sorcellerie. Bon, aujourd'hui, on a commencé à comprendre que c'est une maladie qui se trouve dans notre sang. Mais il y en a qui disaient que c'est la sorcellerie, ça. Comment les enfants peuvent mourir comme ça d'une maladie qu'on ne voit pas, qu'on ne connaît pas? Vous comprenez? Donc, la compréhension de la maladie elle-même n'est pas facile. Et même en médecine, si on a terminé la médecine générale, on ne comprend pas très bien la drépanocytose. Il faut se spécialiser dans la drépanocytose pour mieux comprendre ce que c'est que la drépanocytose. Et ce n'est pas facile non plus, parce que la drépanocytose n'a pas d'argent. Vous n'allez pas venir dans cette maladie pour dire, écoutez, je vais trouver de l'argent là-dedans. Non, allez faire autre chose dans la médecine, pas dans la drépanocytose. C'est ça, les difficultés, cette maladie. Et les gouvernements ont tout à donner. Ils doivent équiper, construire des centres de drépanocytose, les équiper. Et surtout, il y a un aspect qui manque, former. Former le personnel qui doit travailler là-bas, personnel scientifique, des médecins, hein, des laborantins, des infirmiers, hein, et ce personnel-là, il faut bien le former pour qu'il prenne en charge totalement la drépanocytose. Vous savez, moi, j'ai toujours dit aux jeunes médecins, vous êtes au Congo, n'importe où dans notre pays ici, vous êtes médecin, on vous apporte 10 fiches. Vous devez consulter des malades. Hein? Vous commencez à consulter, peut-être première personne à l'intérieur, là, peut-être une maman enceinte, deuxième personne, un papa diabétique, troisième. Avant d'arriver à 10, vous aurez la fiche d'un drépanocytaire. Alors, si vous ne connaissez pas les règles élémentaires, l'ABC élémentaire de la drépanocytose, comment vous allez prendre en charge ces malades? Donc, il faut former le personnel. J'insiste sur ça. Si le personnel n'est pas formé, ils ne sauront pas bien prendre en charge la drépanocytose. Il y aura beaucoup de morts. C'est comme si au Congo, nous avons un peu perdu la formation, surtout la formation post-universitaire. On a un peu négligé ça. Il faut que nous puissions nous remettre en question comme ça se faisait dans les années 70, 80, nous remettre dans le bain et commencer à réformer. S'il faut envoyer des jeunes médecins à l'extérieur, aller apprendre comment prendre en charge les drépanocytaires et revenir, c'est une très bonne initiative, mais il faut le faire. Le gouvernement doit faire tout. Le gouvernement doit, avec le Parlement, voter des lois pour la protection des drépanocytaires. La première protection commence par ce dépistage dont nous avons parlé, connaître que moi je suis AS, ma fiancée AS. Nous allons essayer de voir comment ne pas nous unir pour ne pas mettre au monde des malades drépanocytaires. C'est la seule façon efficace et naturelle d'éviter la drépanocytose. Ne pas se mettre ensemble AS pour faire des enfants. C'est la seule façon efficace. Tout le reste que nous voyons en amont, telle maladie, tel médicament, telle thérapie génique, telle technique, tout ça vient après et c'est la cogitation des humains, des cerveaux des chercheurs pour essayer de trouver des solutions. Mais la solution naturelle pour éviter la drépanocytose, c'est de ne pas se marier, de ne pas se mettre ensemble AS, avoir un projet de faire des enfants. Docteur, c'est déjà la fin. C'est déjà la fin de ce programme. Oui. Un petit message pour mettre un terme à ce programme. Nous nous organiserons encore selon votre agenda pour un autre numéro de votre magazine, Dr Placide Crispin Manzombi. Bon, le dernier message pour moi, j'encourage mes enfants, mes petits-enfants, moi je suis déjà un grand-père, mes petits-enfants, mes semblables drépanocytaires. Ne vous découragez pas, battez-vous,
D'abord, la drépanocytose est une maladie de l'ignorance ou de l'inconscience. Parce qu'il y a des jeunes à qui on dit, écoutez, évitez de vous marier, mais ils s'entêtent. Ils disent que non, nous avons ça là, et ça ira. Mais non, Dieu vous a donné l'intelligence pour éviter ça. C'est une maladie évitable. Mais si vous ne l'évitez pas, ça entre chez vous, la drépanocytose ne sortira plus. Voilà. Donc, aimez les drépanocytaires, protégez-les, aidez-les, encouragez-les et mettez les moyens, le gouvernement, pour faire le dépistage là, pour aider les drépanocytaires et que notre Parlement puisse voter des lois, qu'on reconnaisse d'abord la drépanocytose comme un problème de santé publique majeur dans notre pays et qu'on vote des lois pour la protection des drépanocytaires, comme il y en a pour d'autres tels que le VIH-Sida. Il y a des lois pour ça. Hein? Tu ne peux pas, par exemple, chasser un malade atteint de sida parce qu'il a fait sa crise. Non, du travail. Mais les drépanocytaires, on les chasse du travail et ils n'ont aucune protection, aucune loi qui peut les empêcher son employeur de les chasser du travail parce qu'il a fait une crise. Vous comprenez? Parce que si tu as le sida et qu'on te chasse parce que tu es parti te faire soigner, mais tu prends un bon avocat, l'employeur a des difficultés, non? Vous voyez? Mais le drépanocytaire, il va prendre qui? Il est protégé par qui? Rien du tout, jusque là au Congo. Et voilà, nous devons avoir besoin de ce texte-là. Il y a actuellement deux députés qui sont sur, chacun a déposé ses propositions de loi au niveau du Parlement. Espérons que ça sera traité, ça sera voté au Parlement et ça pourra être promulgué par le président de la République. C'est ça, mon dernier mot, Symphorien. Merci beaucoup. Un grand merci, Dr. Placide Crispin Manzombi. Merci beaucoup, grand merci, Monsieur Symphorien. De partout où vous nous avez suivis, nous étions en connexion avec Kinshasa et Dallas, où nous avons reçu pour vous le Dr. Placide Crispin Manzombi, qui est spécialiste en prise en charge de la drépanocytose avec 40 ans d'expérience professionnelle et lui-même est patient drépanocytaire. De partout où vous avez suivi, restez branchés à nos programmes. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Ciao.